Merci. Comment t'appelles-tu déjà? Non, je plaisante. Donc, je suis Sandra de Vaillancourt. Je dirige une petite entreprise dynamique qui s'appelle Spark News et qui a pour vocation de créer des connexions entre toutes les petites pépites innovantes qui font du bien aux gens et à la planète, avec les médias et avec les grands groupes. Donc voilà, on aime porter plus souvent les belles histoires d'innovation et de transformation que peuvent porter les startups avec les grands groupes. Donc, nous avons la... Ah non, ça, c'est pas écrit. Nous allons parler là de comment les jeunes talents, justement, viennent faire bouger les lignes dans les grands groupes. Et donc, on a fait une petite table ronde qui nous ressemble à notre philosophie de Spark News. On a mélangé des startups, des médias et des grands groupes. Donc, je vais appeler tout le monde en même temps. Je crois que c'est ce qu'on s'était dit. Donc, d'abord, Flore Prader. Enfin, venez tous, en fait. On va s'installer. On va prendre salon. Donc, tout d'abord, Flore Prader, qui est tout au bout, qui est responsable des recherches entreprises chez JLL, qui est un grand cabinet de design d'immobilier de bureau, et qui a fait une très belle étude sur le lifestyle de l'entreprise. C'est très Jones, qui va venir nous éclairer là-dessus. Aude Cérès, qui est à côté d'elle, qui est rédac chef économie du Figaro.fr, donc qui va nous apporter son éclairage média, et qui a été rédac chef du Figaro étudiant, donc qui connaît bien les jeunes. Ensuite, Céline Degreffe, qui est à côté de moi, qui, elle, est un mix grand groupe, puisqu'elle a travaillé longtemps chez LVMH et qui a quitté cet écosystème pour monter sa super start-up qui s'appelle MyCrowd Company, qui, justement, va changer la façon dont les gens travaillent dans l'entreprise, casser les silos. On va vous raconter tout ça. Et puis, côté grand groupe, nous avons Émilie Duquesne, qui est Talent Acquisition Director de L'Oréal, qui a passé beaucoup d'années chez L'Oréal, donc qui a vu comment on faisait évoluer le recrutement et à quoi ça sert, donc il va nous raconter ça. Et notre seul représentant masculin, ça ne vous aura pas échappé, qui est bien non Édouard Malo-Henry, qui est donc né à la Société Générale, puisqu'il n'a pas voulu me dire depuis combien de temps il y était, qui est donc DRH du groupe Société Générale, qui en est aussi son représentant globe-trotter, qui a fait beaucoup de pays avec la Société Générale, et qui va nous raconter justement... qu'est-ce qu'ils font à la Société Générale pour vivre avec les jeunes et les faire avancer. Donc, on va d'abord laisser la parole à Flore. Je t'invite à prendre un micro pour que tu nous racontes un petit peu cette étude sur le lifestyle. Qu'est-ce qu'attendent les jeunes? Alors, bonjour à tous. Cette étude, on l'a conduite en fait auprès de 200 jeunes salariés d'entreprise de moins de 35 ans. Et également, on a conduit différents ateliers d'écoute auprès de jeunes lycéens, d'étudiants et de start-upers pour comprendre un peu le rapport qu'ils tissaient au travail, à l'employeur. Et surtout, on les a invités à une journée design thinking où on les a invités à imaginer les bureaux de 2030, à se projeter en 2030, à imaginer l'ensemble des choses qu'ils feront dans ces bureaux et puis dans quels espaces ils pourront réaliser ces différentes activités. Donc vraiment, la parole leur était totalement ouverte. Ils avaient face à eux la page blanche. Alors, ce qui ressort de cette étude, on a vraiment 6 clés assez intéressantes en matière d'engagement. La première clé très structurante, c'est l'idée que pour eux, le travail devient un happening. Pour eux, le travail, c'est du renouveau, sans cesse. C'est un quotidien qui est chaque jour différent du précédent. Il n'y a pas de notion de métro, boulot, dodo. C'est plus du tout ça pour eux. L'idée, c'est que chaque jour doit amener son lot de surprises et de rencontres. Autre clé intéressante, l'idée que le travail devient un flux. Pour eux, il n'y a plus vraiment de distinction entre la sphère professionnelle et la sphère privée. Et tout doit être très facilité dans leur quotidien. Il n'y a plus de barrières hiérarchiques. Le management est très en proximité. Ils rêvent d'un management qui leur tape sur l'épaule. Enfin, vraiment, tout est très facile dans leur quotidien. Autre clé intéressante, ces jeunes-là, en fait, on les disait très connectés. On parle toujours de la génération 2.0, les digital natives. Et pourtant, ils nous étonnent en nous disant qu'ils veulent aussi une forme de déconnexion,
une reconnexion avec la nature, un temps pour eux et une recherche d'équilibre en fait dans leur quotidien. Ils veulent des moments d'hyperproductivité et puis des moments de déconnexion totale, des moments de frénésie et puis des moments de lenteur. Donc ils sont vraiment dans cette recherche d'équilibre perpétuel dans leur journée. Ils rêvent de reconnexion avec la nature, ils rêvent d'un potager sur le toit, ils rêvent de partager d'autres choses avec leurs collègues que uniquement cette sphère purement professionnelle. Vous l'aurez compris, ces jeunes-là aussi vivent en écho total avec leur communauté d'appartenance. On a appelé cette étude « L'entreprise devient lifestyle » justement parce que pour eux, l'entreprise, c'est un choix qui doit résonner avec ses valeurs individuelles. C'est un choix qui doit être totalement en adéquation avec ce en quoi ils croient. On parlait tout à l'heure de projet de société. Voilà, pour eux, s'engager dans une entreprise, c'est vraiment apporter leur vote à un certain projet de société. Et la dernière clé, et puis je passerai la parole, c'est l'idée de détournement des usages. En fait, ces jeunes-là, ils veulent réinventer les choses. Revolution at Work, c'est ça. L'idée, c'est que ces jeunes-là, ils ne veulent pas d'un univers figé, d'un univers imposé. Ils veulent qu'on leur laisse la marge de liberté pour inventer leur propre quotidien et projeter leurs propres usages dans les différents espaces qu'on va leur offrir. Donc, ils rêvent de liberté. Merci beaucoup. Donc, voilà les ingrédients de la recette. Qu'est-ce qu'en a fait L'Oréal? Alors, on a fait le même constat. Effectivement, et tout se passe bien. Je ne vais pas me faire engueuler par Juliette. Quand on fait le constat de cette génération qui n'a pas les mêmes ambitions, forcément, on ne peut plus les approcher de la même manière, on ne peut plus leur dire la même chose, on ne peut plus utiliser les mêmes réseaux pour aller les contacter. Et puis, on se rend aussi compte que quand ils parlent de projets de société ou quand ils sont beaucoup dans l'immédiateté, dans l'instant présent, etc., quand ils recherchent une entreprise, la grande entreprise du CAC 40 ne rentre pas vraiment dans ce dessin-là. Donc de plus en plus, alors qu'il y a quelques années, c'était un objectif en soi parfois, de se dire je vais rejoindre un grand groupe international avec plein d'opportunités, une carrière que je vais pouvoir construire sur la durée. Tout ça, ça ne marche plus. Et puis, il y a aussi quelques idées préconçues derrière le grand groupe. Donc nous, notre enjeu, c'est d'aller leur dire, en fait, il n'y a pas forcément d'inadéquation entre les cyclés dont vient de parler Flore et ce qu'un grand groupe peut offrir. Et donc nous, version L'Oréal, ça donne quoi? Déjà, en fait, dans l'approche du candidat, avant même qu'il rentre dans un processus de recrutement, on va lui parler différemment. C'est-à-dire qu'on va lâcher prise sur ce qu'on appelle la marque employeur. Avant, la marque employeur, c'était un groupe RH ou marketing qui choisissait un message et qui essayait de pousser ce message vers le candidat. Non, en fait, aujourd'hui, on ne peut plus. Il y a 100% de transparence. Donc, ce n'est plus un message qui est décidé par un groupe en top-down, entre guillemets. Donc, on a d'abord demandé de plus en plus à nos collaborateurs d'aller parler de l'entreprise. Finalement, nos meilleurs ambassadeurs, c'est vous. Donc, n'hésitez pas à aller, que ce soit sur les réseaux sociaux, puisqu'aujourd'hui, on a des plateformes comme Glassdoor, Happy at Work, Happy Candidates, etc., qui donnent la parole à tout le monde. Et aussi d'aller rencontrer des candidats, que ce soit quand c'est pour des étudiants sur des forums, mais sur toutes les formes possibles. Donc la première chose qu'on a faite, c'était de donner la parole aux collaborateurs. Et puis en fait, dernièrement, on s'est rendu compte qu'on pouvait même pousser ça encore un peu plus loin, à savoir qu'on pouvait donner la parole à nos candidats. Parce que finalement, les meilleurs ambassadeurs, c'est parfois les gens qui veulent même aussi rentrer chez vous et qui savent très bien pourquoi ils veulent rentrer chez vous et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant chez vous. Donc on l'a fait de deux façons différentes. D'abord en utilisant une plateforme qui s'appelle Happy Candidates, qui est une sorte de TripAdvisor du candidat qui raconte son processus de recrutement et finalement comment ça s'est passé. Et en incitant vraiment les gens à y aller, parce que si vous ne les incitez pas, il n'y a que les mécontents qui y vont. Donc en fait, c'est qu'une petite partie de l'histoire. Donc nous, vraiment, on les pousse. On a aujourd'hui plus de 3000 avis. En 18 mois, on a eu 3000 candidats qui sont allés donner leur avis. Et bien sûr, ça nous permet non seulement de parler de la réalité de L'Oréal, mais aussi d'en tirer des enseignements pour faire changer les choses en interne.
Et la deuxième façon dont on a utilisé cette clé-là, ça a été notamment sur le biais étudiant de leur faire produire du contenu sur L'Oréal. Je vais donner un exemple. Quand vous faites un business case, un serious game ou ce genre de choses un peu classiques, auparavant, vous aviez 40 personnes qui jouaient votre jeu et 40 personnes qui, du coup, avaient une expérience un peu real life de si je suis, je ne sais pas, chef de produit Yves Saint Laurent, qu'est-ce que je peux faire ? En fait, on a rajouté à ça un concours sur les réseaux sociaux, sur Snapchat, et on a demandé à ces 40 étudiants, en plus de créer le nouveau parfum Saint Laurent, d'en parler sur les réseaux sociaux, sur Snapchat. Et là, on est passé de 40 personnes qui jouaient à, en une journée, 50 000 personnes qui ont pu avoir accès à cette information avec un taux d'engagement d'environ 30%, qui sont des taux d'engagement très très forts sur ces réseaux. Et c'est là où on voit que ce qu'eux disent les intéresse beaucoup plus, malheureusement ou heureusement, que ce que nous, on peut dire. Voilà, donc la clé pour nous, ça a été en tout cas de lâcher prise. Donc comme ça, vous êtes tranquille, vous avez juste à laisser les moins autres de faire le travail. boulot, quoi. C'est ça. Mais ça tombe bien, parce que vous embauchez 50 000 personnes d'un coup. Alors, on va passer le micro à Aude. Merci beaucoup. Est-ce que au niveau justement des médias, dans les articles qui sortent, est-ce qu'on ressent justement cette exigence du candidat, ce switch un petit peu où finalement c'est plus l'entreprise qui va chercher ses candidats, mais l'inverse? Alors nous, on se place au Figaro en tant qu'observateur et on relaie les tendances, ce qu'ont expliqué Émilie et Flore. On remarque notamment sur le site que tous les articles qui ont trait aux aspirations des jeunes, le meilleur employeur noté par les jeunes, la vie de bureau a énormément de succès, énormément relayé aussi sur les réseaux sociaux, comme disait Émilie. Notamment tout ce qui est exigence, et on note une grande exigence de ces jeunes sur l'entreprise qui va les embaucher, et en particulier sur l'aspect vie professionnelle et vie familiale, vie personnelle. Moi, je pense que c'est vraiment une émergence, c'est-à-dire qu'on le note même au sein des jeunes journalistes du Figaro qui arrivent, qu'il y a vraiment, en termes d'horaire, une très grande exigence. Ils ne veulent pas, effectivement, c'est plus métro, boulot, dodo, c'est plus, on doit être disponible pour sa vie personnelle, pour sa vie de famille. Et donc, tous ces articles qui traitent par exemple du télétravail pour consacrer du temps à sa famille, tous ces articles qui traitent des relations aussi entre la génération, alors je ne sais pas comment on appelle notre génération, la génération... non, X, la génération X, la génération... On est la génération qui sert à rien. La génération qui sert à rien et la génération YZ. Ces articles sont très intéressants parce qu'il y a vraiment une passation, il y a vraiment... voilà, on note qu'entre ceux qui vont partir à la retraite et les jeunes, ça se passe très bien, mais ça se passe moins bien, beaucoup moins bien, entre les jeunes qui arrivent et ceux qui ont 45-50 et qui sont poussés dehors, le relais est beaucoup plus difficile. Ce qui est important, comme le soulignait Flore aussi, c'est l'espace de travail. Et c'est pour ça qu'on essaye de montrer depuis peu des espaces de travail innovants via des Facebook Live qu'on a lancés. Donc, on en a plusieurs qui ont très bien marché. On a fait visiter les locaux de Kiss Kiss Bank Bank. On a fait visiter les locaux de Marmiton. Et là, ce matin, c'était les locaux d'Uber. Donc, on a un journaliste qui y va et qui montre le baby-foot, il y a plein de questions sur comment est-ce qu'on travaille sur un canapé, comment est-ce qu'on travaille. Enfin, c'est assez amusant. Donc voilà, on essaye de relayer tout ça et de relayer ce que constatent les grands groupes, les recruteurs. Voilà. Bon, super transition, puisque nous allons justement passer, Edouard Malot-Prenne, passer sur les lieux de travail. Alors je crois qu'on en parle beaucoup lors de ce salon, parce qu'il y a beaucoup de gens de l'immobilier. Mais on va partir sur un cas concret, puisque justement à la Société Générale, donc maintenant qu'on a recruté nos candidats, on les fait bosser, et on les fait bosser à côté d'un baby-foot et d'une chaîne télé et d'un lit. Donc comment vous faites ? Alors, si vous permettez, juste avant, je voudrais faire 2 remarques préliminaires. La première, c'est que j'entends que la génération Y a des demandes exprimées plus fortement. Mais ça serait une erreur, à mon avis, de penser que c'est une génération contre une autre. La demande, c'est une demande intergénérationnelle. Et ce que demande avec plus de force et plus de vigueur la génération Y, tout le monde le demande. Et qu'est-ce qu'il demande ? Premièrement, il demande du sens. On demande à l'entreprise du sens, ce qu'on ne lui demandait pas auparavant. Auparavant, on lui demandait de rémunérer l'activité pour pouvoir financer le reste de sa vie. Et aujourd'hui, on demande du sens, ce qui est la première chose. La deuxième, c'est que pour avoir du sens,
on demande de pouvoir exprimer sa voix, exprimer ses idées, que ça soit pris en compte. Et c'est uniquement à cette condition-là qu'on trouve le sens et qu'on est engagé. Et en parallèle, les entreprises ont un modèle de fonctionnement historique, vertical, centralisé, hiérarchique, où montre-moi ton tableau de bord et je te dirai qui tu es, et en tout cas ce que tu vaux, qui est en voie d'épuisement. Ce modèle a fonctionné pendant 30 ans, il est aujourd'hui en train de s'épuiser. Donc en fait, ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas l'arrivée des Y ou des Z, c'est la voix plus forte des Y et des Z qui veulent un fonctionnement qui ait du sens et qui relaie et qui réinvente la vie en entreprise parce que le modèle d'avant n'est plus. Le modèle d'avant est épuisé. Donc c'est ça qui se passe. Et tout le monde le demande. Alors moi, je vais prendre un exemple très concret. Nous, on avait une contrainte qui était, on est à la Défense, et je pense qu'on est un des plus importants employeurs de la Défense. On est plus de 20 000 à la Défense, ce qui est beaucoup. Et on avait un problème de résilience. On voulait équilibrer l'Ouest et l'Est de Paris. Donc avoir plus de gens travaillant dans l'Est de Paris. Et on s'est dit, donc on va avoir 5000 personnes qu'on va mettre de l'Ouest vers l'Est. Mais quand vous décidez ça, vous en avez 20% qui sont heureux et 80% qui tirent une tronche immense parce qu'ils habitent justement à côté de là où ils travaillent. Et on s'est dit, donc pour le faire, il va falloir qu'on fasse différemment. Donc on a essayé de réinventer les lieux de travail. Et on l'a fait en co-construction avec eux. Et on a inventé les dunes. Alors déjà, le nom est sous le pavé de la plage. On se rapproche de la plage. En allant vers l'est, on se rapproche de la plage. Et on a créé surtout des bâtiments horizontaux, mais surtout qui sont une rupture totale avec la façon de travailler d'avant. Alors, les dunes, c'est conçu comme un village. Dans ce village, il y a des quartiers. On appartient à un quartier, mais dans ce quartier, on se met où on veut, comme on veut, quand on veut, en fonction de la façon dont on veut travailler. Je veux être en mode créatif, je vais dans des lieux qui sont faits pour la créativité. Je veux être isolé, je me mets dans un lieu où je suis plus isolé. Je veux être avec mon équipe, j'y vais. Je veux me mettre avec d'autres, j'y vais. Et on se met comme on veut, quand on veut, où on veut. Et on a aussi développé la récréativité. Donc ça, le baby-foot, je ne sais pas si c'est ça qui change la vie des entreprises, mais en tout cas, la capacité à se relaxer quand on le veut. Donc nous, on a fait des salles de silence, également, qui sont importants dans le bruit d'aujourd'hui. On a fait des salles de sport, on a fait on a fait aussi des plateaux de co-travail avec des startups. On a 1000 mètres carrés, qu'on appelle le plateau, justement, où ceux qui veulent travailler avec des startups peuvent, un jour, une semaine, un mois, 2 mois, ou plus, si ça marche, travailler avec les startups. Donc moi, je vous invite à venir. On parlait des nouveaux lieux. Ben, nous, on l'a imaginé et on l'a fait. Et on l'a fait en 2 ans. Et on l'a inauguré le 22 novembre. Donc c'est 5000 personnes aujourd'hui qui travaillent là. Alors, sondage, 93% disent on a bien fait de venir. Et aujourd'hui, ce qui était une contrainte à aller travailler, c'est Fontenay-sous-Bois, qui est très joli. Hein, je suis sûr que certains sont allés à Fontenay-sous-Bois, mais ce n'est pas forcément aussi attractif que l'Ouest parisien. Ben, aujourd'hui, ce qui était une contrainte est devenu un plus. Et on veut aller aux dunes. On ne dit plus à Fontenay-sous-Bois, on veut aller travailler aux dunes. Voilà, c'est ça notre histoire. Mais vous avez quand même eu un peu des freins. Enfin, on en avait parlé aussi, le fait d'aller travailler quand on veut. Enfin, ça passe aussi par un travail, du télétravail, ou en tout cas l'ouverture à du télétravail, qui fait qu'on n'a pas tous les jours ce chemin à faire, parce que finalement, la distance, elle, ne s'efface pas, même si le lieu, une fois qu'on arrive là-bas, donc je vais aller voir les dunes, ça c'est sûr. Mais donc, il y a eu cette notion aussi, ce travail qui a été fait sur la flexibilité et qui a permis aussi cette adhésion non forcée aux dunes. Alors ça, on l'a fait aux dunes parce que c'est un flex office. Et c'est-à-dire qu'on peut déjà, dans les dunes, aller où on veut, comme on veut, ce que je disais tout à l'heure. Et ensuite, on peut ne pas aller aux dunes. Si on veut, 1 jour ou 2 jours par semaine, je peux décider de travailler de chez moi. Et ça va. Et non seulement ça va, mais c'est bien. Donc on a fait le premier test. On l'a fait d'ailleurs pour tout le monde, pas que pour les dunes. On l'a fait dans l'Ouest et l'Est parisien. On l'a fait il y a 3 ans sur 800 personnes. On a fait un petit test. Et le test and learn, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Et on a vu que le succès était total. Donc on s'est dit, pourquoi mettre 2 heures ou 3 heures aller-retour pour aller travailler, si je peux travailler de chez moi et que le télétravail, ce n'est pas le travail devant la télé. C'est je travaille chez moi et je suis bien et j'économise ce temps de transport. Alors aujourd'hui, au total, on a plus de 5000 personnes qui font du télétravail, 1 jour ou 2 jours par semaine, mais s'ils le veulent, que s'ils le veulent. Donc là, on n'est pas dans le... J'entends notre philosophe qui nous parlait de risque, que certains ne le souhaitent pas. Nous, c'est si je veux. Et si je veux, je peux. Bon, donc on peut mettre du télétravail en place dans les grands groupes. Vous avez beaucoup de télétravail chez L'Oréal ou pas ? Ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Bon.
On va passer à un dernier sujet, parce que je vois que l'heure tourne, qui est justement, qui est lié, et évidemment, avec tous ces nouveaux modes de travail et cette flexibilité, qui est justement l'engagement. Donc ça rejoint aussi ce que vous disiez en parlant de donner du sens. Donc Céline va nous raconter cet outil de crowd working, où finalement on se retrouve parce qu'on a envie de bosser sur les mêmes projets, de bosser ensemble en dehors un petit peu du cadre. Donc je te laisse raconter ce bel outil. Donc avant de parler d'outils, je voudrais quand même évoquer deux tendances de fond qu'on a vues. La première, c'est que les jeunes n'ont jamais autant créé leur propre entreprise qu'aujourd'hui. Donc sur 10 ans, il y a une étude qui est sortie il y a quelques jours qui dit que la création d'entreprises chez les jeunes en France a augmenté de 208%. Donc ce que cherche le jeune aujourd'hui, c'est de pouvoir créer. Et donc pour que l'entreprise et les grands groupes restent attractifs, il faut qu'aussi au sein de ces structures, il y ait de la place pour la création, et ça passe par exemple des programmes d'intrapreneuriat, des challenges d'innovation. Donc ils veulent être au cœur de cette transformation, et ça on le voit chez nos clients comme le groupe EDF ou Enedis. Donc chez Enedis par exemple, ils ont démarré avec un système de boîte à idées, mais les jeunes cherchent à aller plus loin que ça. Ce qu'ils souhaitent vraiment, c'est de pouvoir en fait porter leurs projets, participer à des projets qui transforment l'entreprise, et pas spécialement parce que leur manager leur a demandé et qu'ils ont ça dans leur feuille d'objectifs, mais aussi travailler sur des sujets qui les passionnent. Et là, on touche vraiment le sujet de l'engagement des collaborateurs, comment on les motive. Et vous le disiez, ils ont besoin tous les jours d'avoir des nouvelles choses à faire et sur des sujets différents. Et donc, c'est en ça que c'est important. Et l'autre point aussi, c'est que ils veulent, de toute façon, quoi qu'il arrive, même si on ne leur donne pas le pouvoir, ils vont le prendre. Et ça, on l'a vu au groupe EDF. Ils ont créé Génération Connectée. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas uniquement les jeunes, c'est 3000 collaborateurs à travers le groupe et le monde qui ont décidé, on va dire, de faire du corporate hacking, c'est-à-dire prendre le pouvoir, être capable de proposer des idées et de faire bouger les choses en interne, sans spécialement avoir l'autorisation, on va dire, de la direction. Donc tout ça, finalement, nous, en tant que solution, on a une plateforme digitale qui permet en fait d'accompagner ces entreprises qui cherchent à organiser des challenges d'innovation, des programmes d'intrapreneuriat, mais également sur des sujets solidaires où redonner du sens, ça me parle. Depuis 2 ans, on est vraiment sur ce sujet-là. Avec notre plateforme, on voudrait que les entreprises puissent donner la possibilité à leurs collaborateurs de faire du bénévolat, du mécénat de compétences, et de faire connaître les dispositifs qui sont aujourd'hui souvent déjà mis en place, mais on va dire très discrets dans l'entreprise. Et si je prends l'exemple de notre client, la fondation Schneider Electric, qui sont très matures sur ce sujet, voilà, ils ont déjà un programme de bénévolat, de compétences depuis des années, et ils veulent donner encore plus cette dimension et la promouvoir à l'international. Et avec notre plateforme, ils peuvent faire ce type de choses. Si je dois donner un dernier exemple, parce que je sais qu'on aime bien les exemples, une autre société de conseil, le modèle des sociétés de conseil, c'est de facturer du jour homme, et bien souvent on se retrouve en intercontrat. Et au lieu de faire un peu n'importe quoi au bureau ou sans avoir une certaine cohérence, avec notre plateforme, ce qu'on peut également faire, c'est d'organiser des challenges un peu à la mode Kickstarter. C'est-à-dire qu'au sein même de son entreprise, on va avoir un certain nombre de jours. Chaque collaborateur va l'avoir, va pouvoir proposer son projet, va pouvoir en fait faire participer ses collègues. Et en fait, les collègues vont donner de leur temps, et ils ont une cagnotte en fait de 5 jours par an où ils vont pouvoir travailler sur des sujets qui font sens, des nouvelles offres de services, des labs à mettre en place, des nouvelles trends de type la blockchain, etc. Et donc, c'est comment j'arrive aussi à mieux valoriser ça au sein de mon entreprise. Alors, je précise juste, mais bon, peut-être que tout le monde l'avait déjà compris, cet outil en fait permet justement de demander aux collaborateurs de l'entreprise quels sont les sujets qui les intéressent, et après chacun abonde en disant bah tiens celui-là m'intéresse aussi, etc. Donc vous avez des sujets prioritaires finalement qui ressortent,
et avec des décisions derrière managériales de effectivement lancer des groupes de travail là-dessus. Donc là, je voudrais redonner aussi la parole aux autres membres de ce plateau et d'avoir un échange ensemble, parce qu'en fait, évidemment, quand on s'écoute parler, on se dit tous, évidemment, ne travaillons plus en silo, travaillons tous ensemble, etc. Travaillons en télétravail. Mais il y a quand même des freins dans les entreprises aujourd'hui. Enfin, il ne faut pas se voiler la face. Moi, je suis la génération un peu chiante, la X. Quand mes équipes me disent je suis en télétravail, je regarde, il y en a une partie qui est là. Je dis ouais, non, va en télétravail. Ouais. Mais on a quand même le souci de est-ce qu'on arrive bien à faire, est-ce que les équipes vont bien au bout de leur lettre de mission, enfin de leur job. Et puis, il y a quand même une pression de la direction à atteindre des objectifs. Donc, comment on fait quand on est manager pour gérer ces outils collaboratifs qui finalement peuvent prendre le collaborateur et le faire bosser sur un autre sujet ou le mettre en télétravail. Enfin, quel constat vous faites? C'est quoi l'enjeu dans l'entreprise pour vraiment faire en sorte que ça rayonne? Parce que Micrad Company est un bel outil, mais pas encore utilisé par tous. Bon, en plus, il y a d'autres acteurs aussi sur le marché, mais tout le monde ne se lance pas en mode... Enfin, la hiérarchie existe encore, je crois. Moi, je vais peut-être rebondir sur le point du manager qui gère du télétravail. Et là, je vais prendre mon exemple, puisque moi, j'ai une équipe d'à peu près 17 personnes, quasiment tous de la génération Y. Et ce n'est pas du télétravail, mais on travaille sur plein de sites différents. Donc, parfois en télétravail, parfois dans les écoles, parfois sur différents sites. Donc, finalement, les moments qu'on a ensemble, non, ils ne sont pas toujours là, avec moi, entre guillemets, dans l'open space. Donc il y a une chose qui, moi, m'a frappée, notamment parce que j'ai travaillé au Royaume-Uni et ça m'a frappée en revenant en France, c'est qu'il faut des objectifs très, très, très clairs. C'est qu'en fait, il faut être capable de mesurer un objectif. Parce que du coup, si vous avez un objectif très clair, avec des indicateurs de performance très clairs, que la personne soit là ou pas là, normalement, vous êtes censé voir si effectivement les résultats arrivent. Et dans une culture plus implicite française, je pense qu'il y a un travail du manager qui est nécessaire, qui n'est pas toujours évident, parce qu'au début, on pense avoir été clair, et puis finalement, effectivement, quand on se retrouve une semaine après, ou 2 semaines après, ou un mois après, on se dit « Ah ben non, en fait, là, c'est un peu flou, et justement, j'arrive pas à savoir si tu as avancé ou pas avancé, c'est peut-être que j'ai pas été clair ou que j'ai pas mis assez d'indicateurs concrets, tangibles. » Donc, une première réponse pour moi, ça passe par la confiance et par la clarté des objectifs. Je crois que le télétravail, il faut le mesurer. Ça n'a pas de sens pour moi, en tout cas, de dire OK, 5000 personnes en télétravail, et puis j'espère que ça va bien se passer. Donc nous, on fait tous les ans une mesure. Donc on interroge chacun des managers et chacune des personnes. Et on mesure, en fait, on est à plus de 90% des managers qui disent la qualité du travail est au moins égale, si ce n'est meilleure. Donc c'est quand même très très probant. Et celui qui bénéficie du télétravail est très content, évidemment, parce qu'il est de toute façon libre de le faire ou de ne pas le faire. Et au total, je pense que c'est un instrument de confiance. C'est un grand sujet, la confiance dans la vie, en famille, dans les entreprises, c'est un grand sujet. Et de dire je ne te vois pas, mais j'ai confiance que tu travailles, c'est énorme, c'est énorme. Tu es chez toi, mais j'ai confiance que je sais que tu travailles. C'est, à mon avis, un vecteur de confiance extraordinaire. Donc, au-delà du fait qu'on économise du temps, de l'énergie, au-delà du fait qu'on mesure et que c'est efficace, c'est un vecteur de confiance, et ça a une valeur qui est extraordinaire. Je voudrais en profiter pour dire autre chose, c'est que aujourd'hui, le monde, tout le monde dit, et vous savez, cette fameuse formule vulnérable, incertain, complexe, etc., VUCA. Et je crois que chaque manager réalise qu'il ne peut pas, à lui tout seul, mesurer toute la difficulté de son environnement. Et la grande leçon de tout ça, c'est qu'on a besoin de la voix de tous et qu'elle s'exprime. Et pour pouvoir inviter chacun à s'exprimer, il faut pouvoir l'écouter et être attentif à chacun. Et parce que les signaux faibles, c'est ça qui peut mettre en danger ou au contraire créer des opportunités. Et il faut pour ça que chacun se sente reconnu, entendu, parce que sa voix, même faible, peut être celle qui va sauver ou qui va nous aider à bien nous développer. Donc je pense que le collectif, le co-construire, le co-travailler suppose le respect des besoins et des rythmes de chacun. Et à cette condition-là, même la petite voix sera exprimée et plus entendue, et les signaux faibles seront mieux pris en compte. Et ça, c'est vital pour une entreprise et pour bien écouter ses clients, il me semble. Nous aussi, nous semble. Ouais, vas-y. Je
voulais juste rajouter par rapport pas au télétravail, mais à ces nouveaux modes de collaboration, qu'en fait, ce qui est vraiment important, c'est qu'à la fois, on est le top management qui puisse insuffler ces nouveaux modes de collaboration. Il y a une vraie attente des générations Y, mais également des générations X pour pouvoir s'exprimer et proposer des choses. Et je dirais que là où il y a le vrai challenge, c'est au niveau du middle management. Et là, ce que j'ai rencontré dans les entreprises, c'est qu'au départ, avec mes grandes utopies, on va changer la façon de travailler, on va être collaboratif, on va être participatif. C'était il y a 2 ans. J'étais un peu en mode Big Bang, on va mettre la plateforme, tout le monde va pouvoir s'exprimer. En fait, ça ne se passait pas trop comme ça. Et donc maintenant, on est plutôt en mode test and learn, c'est-à-dire qu'on va aller parler à une direction, un métier dans l'entreprise qui a envie de changer sa façon de travailler, et on va faire un proof of concept. On va leur démontrer à travers une team de 200, 300 personnes qu'en fait, ça apporte de la valeur à l'entreprise, et on va pouvoir le vendre ensuite à l'entreprise dans sa globalité. Mais là où je dirais que c'est important qu'au niveau du top management, ils insufflent ces nouveaux modes collaboratifs, c'est aussi d'aider les middle managers. Et pour ça, j'en profite comme vous êtes DRH, je pense que le DRH a un vrai rôle à jouer, surtout dans tout ce qui concerne la mise en place des objectifs. Donc, quand un middle manager a des objectifs et des objectifs pour son équipe, si cette personne va partir sur un autre projet, ça va complètement déstructurer son organisation. Il va penser que ça va être un peu le chaos. Et donc, il faut vraiment qu'au niveau de la direction, il se positionne pour qu'on puisse, dans les objectifs des collaborateurs, intégrer cette notion de collaboration, d'innovation, de travail sur des projets ou des programmes d'intrapreneuriat pour justement libérer les forces vives. Voilà. Moi, je voulais revenir sur la quête de sens que soulignaient Édouard et Céline. Je pense que c'est quelque chose de extrêmement important pour les jeunes. Et je pense que j'ai l'impression que les grands groupes commencent de plus en plus à en prendre conscience. On était avec Sandra il y a 2 mois à un sommet extraordinaire avec des jeunes qui s'appelle One Young World, où en fait c'est un mélange de gens qui veulent sauver le monde et de gens qui font des projets très concrets. Et il y avait plusieurs grands groupes, dont L'Oréal, Pernod Ricard, j'en oublie, qui envoient des jeunes, donc une vingtaine de jeunes dans ce sommet où il y a des forums, des idées, pour qu'ensuite ils reviennent créer des projets dans leur pays, des projets que ce soit sociaux et solidaires, en entrepreneuriat, qui font sens. Et vraiment, c'est avant, les jeunes rêvaient rêvent toujours de faire de l'humanitaire, de partir et d'avoir du sens ailleurs que dans les grands groupes. Et je pense que les grands groupes ont réalisé que chez eux, on pouvait aussi créer des projets qui faisaient sens par l'entrepreneuriat, par des tas de projets. Et je pense que c'est quelque chose de très positif, une tendance de ces 2 dernières années extrêmement positive sur la réponse à la recherche de sens des jeunes. Oui, allez-y. Non, vous avez trop parlé. Non, juste un exemple de ça. Il y a 2 mois, j'étais dans mon bureau et on me dit, tiens, il y a un collaborateur de la boîte qui voudrait te parler. Et je vois arriver, en fait, ils étaient 2, il y avait un garçon et une fille, et ils avaient genre 23, 24 ans. Et ils me disent, écoutez, voilà, on a une idée, on voudrait vous la présenter. Et l'idée, c'était, on voudrait créer un Y Lab, donc Y Génération Y Lab. Et parce qu'on trouve qu'on n'a pas été super bien accueillis dans votre entreprise. Vous voyez, je suis très ouvert avec vous. Mais il n'y a pas dit ça au téléphone. Ouais, voyez. Attention, et, ce livre. On trouve qu'on n'a pas été, on aurait aimé Envoyez être mieux. vos candidatures. On aurait aimé être mieux accueillis et on aimerait que notre voix soit plus entendue. Et on a passé, avec Marie qui est là, qui est en face de moi, on a passé 1 heure avec eux et on s'est dit pourquoi pas en fait. Donc ce qu'on a fait avec eux, on teste maintenant toutes nos idées, ou dès qu'on a des questions, on a du mal à y répondre, on va les voir et on leur dit on vous utilise et dites-nous ce que vous en pensez, comment vous voulez qu'on travaille ensemble. Et on leur donne tous les mois les listes de tous les nouveaux et puis qu'ils invitent. Et maintenant ils sont, Marie, je crois que c'est 250 ou 300. 400, dit Marie, bon, ça augmente, voilà. Et ils sont 400, et en fait, on les utilise comme testeurs et comme apporteurs d'idées, et c'est venu d'eux. Donc moi, j'aurais pas eu cette idée-là, c'est venu d'eux, on les a entendus, et du coup, maintenant, c'est un accélérateur de bonnes pratiques, de bonnes nouvelles. Et voilà, c'est un exemple de ce qui peut se passer quand on écoute des petites voix, mais qui sont géniales parfois. Hein. Est-ce que vous auriez fait ça, vous, il y a quelques années, quand vous êtes né à la Société Générale? Est-ce que vous vous rendez compte aussi,
il y a plus c'est plus Non. les mêmes personnalités, quoi. Non, Vous imaginez, vous aller voir le patron Ma RH, première réunion, j'étais à l'inspection de la banque, vous voyez, c'était très sérieux. Et on était 20, c'était la nouvelle promotion. Et puis, il y a un exposé du grand chef. Et à un moment, est-ce que vous avez des questions? Et puis, il y en a un qui lève la main et qui dit oui, quand est-ce qu'on mange? Et on était tous atterrés en se disant mais qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il raconte et tout. Et voilà, c'était une liberté de parole qui, à l'époque, était jugée comme scandaleuse. Eh bien, aujourd'hui, nous d'ailleurs, quand est-ce qu'on mange? Quand est-ce qu'on mange? Il est toujours là ou pas, ce fou? Il est resté quelques années, puis après il est parti Il a monté un sur resto. d'autres aventures. Non, pas un resto. Donc, en tout cas, ce Y-Lab, enfin, c'est vrai qu'on voit le COMEX Shadow chez Accor. Chez Pernod Ricard, on a rencontré aussi, alors ils appellent ça le YAC, le Youth Action Committee. On se dit ça parce que Aude les avait interviewés. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus ce type d'initiative dans les grands groupes. Et donc, ça donne plein d'espoir. Et peut-être aussi de montrer aux jeunes qu'ils peuvent créer leur petit projet, leur entreprise au sein des grands groupes en mettant justement leur énergie et leur engagement au service de causes et de sujets auxquels ils croient profondément. Je regarde juste là, puis je vois Juliette qui est juste dans mon angle. Juste un petit mot pour la fin, parce que justement cette petite touche de positif et de petits conseils que vous donneriez. Alors j'ai oublié de demander qui étaient les gens dans la salle. En général, je fais ça, mais il y a des gens très différents, donc je ne vais pas demander. Mais voilà, quels conseils on donne à soit des jeunes qui n'ont pas forcément envie d'aller rejoindre des grands groupes ou des managers qui sont concernés par ces sujets et qui se disent moi j'ai une lettre de mission hyper précise, hyper exigeante et j'ai des équipes qui papillonnent sur d'autres sujets. Un conseil, une idée, un tips, 30 secondes. Flore, un baby-foot. Moi, je parlerai de bienveillance parce que c'est vraiment un mot qui monte très très fortement, on le voit dans les études. Voilà, il y a une envie d'être regardé avec bienveillance et du coup de libérer aussi les énergies, de faire confiance aux gens. On reboucle sur les mêmes sujets. Oui, c'était un conseil un peu plus générique à la fois pour les managers, pour les jeunes générations qui arrivent. Moi, je fais le constat aussi que pour réussir le changement, il faut savoir ce qu'on veut conserver. Et je pense que c'est une question qu'on ne se pose pas beaucoup. Il me paraît intéressant de se la poser aussi face à cette Revolution at Work. Moi, c'était plutôt un conseil à notre génération. Ça dépend de laquelle on parle, qui était écoutez-les, comme disait Édouard quand les deux jeunes ont toqué. Parfois, on se dit ils vont un peu trop loin pour les horaires. Nous, on a trimé comme des malades et eux, ils veulent partir à 5 heures faire du télétravail. Et, voilà, donc c'est écoutez-les et essayer de bouger avec eux et de se transformer aussi en sachant ce qu'on veut garder. Moi, je dirais à une personne qui me poserait cette question-là, je dirais, par définition, tu es unique. Donc, ta vie ne peut pas ressembler à celle d'un autre ou d'une autre. Donc, lâche les moteurs. Lâche-toi, lâche les moteurs, sois humble et vas-y à fond les ballons. Canon. Céline, t'as mieux ou pas? Vas-y. Tu peux le faire. 0 seconde. Alors, moi, j'ai envie de dire, si vous avez envie de faire bouger les choses, que vous soyez un collaborateur, un patron de TI, de grands groupes, venez voir Mike Road Company, on peut vous aider. Non, mais t'as raison, attends, t'es la seule qui a un truc à vendre. Vas-y, hein. Voilà. Merci beaucoup à tous. C'était vraiment intéressant d'échanger ensemble sur tous ces points de vue. Alors, j'ai plein de papiers. Alors, je crois que je dois vous inviter à descendre. Ah, ils peuvent rester. Alors, j'ai pas lu les bons papiers. Alors, à la fin... Par contre, j'appelle à monter sur scène. Ça, je fais. Anne-Charlotte Vucchino, qui va vous faire vivre une expérience géniale. Je crois qu'on va quand même descendre, nous, parce que... Bon, ouais. Donc, restez. Vous allez faire un truc génial. Merci à tous.
Alors bonjour à tous, je sais que vous êtes affamés, que vous voulez savoir quand est-ce qu'on mange, que vous êtes assis depuis trop longtemps, mais restez encore un petit peu parce que je suis là pour vous aider. Je suis la fondatrice de Yogist Bien au Bureau, c'est la première start-up de Yoga Corporate. Alors le Yoga Corporate, c'est quoi? Ça peut faire un peu peur. C'est une méthode de yoga adaptée au monde du travail, donc sans parler de chakra, sans sanskrit, et puis surtout sans se changer, sans matériel, sans transpirer, pour que vous puissiez faire à votre bureau, quand vous en avez besoin, les bons gestes, les bons exercices qui vont vous aider à soulager la petite douleur que vous avez dans le cou à force de cliquer sur votre souris, le mal aux yeux ou à la tête à la fin de la journée quand vous êtes sur votre écran toute la journée, et vous aider à mieux vous concentrer, mieux travailler, mieux respirer, vous déstresser. Alors depuis le début de la matinée, je crois que vous parlez énormément de flexibilité du travail, de comment être bien en étant loin du bureau. Moi, mon concept, c'est de vous aider à être bien au bureau, que vous soyez dans une tour de la Défense, dans une ETI, dans une PME, et surtout vous donner les clés pour être mieux dans votre équipe et améliorer à la fois les performances individuelles du salarié et les performances collectives de l'entreprise. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on organise des cours réguliers dans les entreprises, donc dans vos salles de réunion, en équipe, vous venez comme vous êtes, sans vous changer. On organise des événements, des conférences, des team building, un peu comme aujourd'hui. Et puis surtout, on a développé un programme de e-learning où chaque salarié peut se connecter à son intranet RH. Et là, il n'y a pas un petit PDF avec des illustrations toutes moches qui lui dit de se tenir droit sur sa chaise, mais il y a des jolies vidéos tutoriels de 5 minutes qui expliquent à tout le monde comment soulager une douleur dans le cou, comment prévenir la tendinite de la souris et comment étirer ses lombaires quand on a mal dans le bas du dos. Alors, comme vous êtes assis et mal assis toute la journée et que vous êtes là depuis assez longtemps, on s'est dit que c'était sympa de vous faire tester en live, là, tout de suite, maintenant, si vous en êtes d'accord. Et donc, on a à peu près 6 minutes 30, donc c'est très très peu, mais si vous en êtes d'accord, je vais vous faire partager un tout petit moment de yoga corporate. Donc, la première chose que vous pouvez faire, c'est enlever vos cahiers, vos portables, tout ce qui vous encombre, et venir vous asseoir à peu près droit sur votre chaise, si vous savez encore comment on fait, parce que la plupart du temps, on est les épaules complètement voûtées, les oreilles près des épaules, on n'a plus de cou. Donc venez à l'avant de votre chaise et venez placer les coudes sur les genoux. Voilà, faites l'exercice, Alain, merci beaucoup. Relâchez la tête, relâchez la nuque, baissez la tête, laissez-la vraiment tomber vers le sol, fermez les yeux ici, et vous allez fermer la bouche et respirer uniquement par le nez. Vous allez imaginer que tout le haut de votre buste, c'est comme une bouteille d'orangina. Et vous allez inspirer par le nez en remplissant d'abord le ventre. Le ventre, c'est le fond de votre bouteille d'orangina. Et puis vous remplissez ensuite vos poumons, votre cage thoracique, c'est le milieu de votre bouteille d'orangina. Et ensuite, vous remplissez la gorge, les clavicules, le haut de votre bouteille d'orangina. Gonflez bien tout ça. Et à l'expiration, vous imaginez que vous retournez votre bouteille d'orangina la tête en bas. Et donc, c'est d'abord le fond de la bouteille qui se vide, le ventre qui se vide, et puis c'est le milieu de la bouteille qui se vide, la gorge, la cage thoracique, les poumons, et vous finissez par vider le goulot, la zone des clavicules. Respirez encore 3 fois comme ça, à votre rythme, en commençant toujours par gonfler le ventre et en contractant bien les abdominaux à l'expiration. Et ça, c'est vraiment votre respiration anti-stress par excellence. Celle qui va vous permettre de vous rendormir pendant une insomnie, celle qui va vous permettre de mieux vous concentrer quand vous êtes en multitasking permanent, celle qui va vous permettre de ne pas en plafonner votre collègue, votre client, votre patron. Donc respirez encore comme ça, 2 fois, à votre rythme. Et à la fin, la deuxième expiration, tout doucement, vous allez repousser les genoux avec les coudes pour venir vous redresser, le dos bien droit. Vous venez à l'avant de votre chaise un petit peu et vous allez redresser le dos, rouler les épaules vers l'arrière, voilà, rallonger un peu tout ça. Et on va faire un petit exercice pour le cou. La plupart du temps, c'est là qu'on a mal quand on est toute la journée sur un écran. Pourquoi ? Parce qu'on fait la poule devant son ordinateur, on crée tout de suite des tensions dans le cou. Et puis quand on est toute la journée sur son smartphone, crac, c'est aussi la nuque qui prend. Donc là, on va apprendre à renforcer, à étirer toute la partie du cou pour prévenir ce genre de douleur. Et vous allez simplement inspirer par le nez et lever la main droite vers le ciel. Jusque-là, tout va bien. Et vous allez poser la main droite sur l'oreille gauche. Et en expirant, vous allez tout doucement tirer la tête pour amener l'oreille droite vers l'épaule droite.
Et en inspirant à nouveau, vous allez commencer à repousser la main avec la tête. Vous poussez la tête vers le plafond et vers la gauche pour repousser la main, pendant que la main tire tout doucement la tête vers le bas. Donc il y a un double mouvement ici. Et vous respirez 3 fois en sentant que c'est le côté gauche du cou qui travaille, les petits muscles dans tout le côté gauche de la nuque. Ça, c'est l'exercice du rugbyman. C'est ce que font les joueurs de rugby avant d'entrer dans une mêlée, figurez-vous, pour renforcer les petits muscles du côté du cou. Donc normalement, c'est assez efficace. À la fin de la 3e expiration, inspirez, relâchez la main, ramenez la tête au centre. On fait la même chose de l'autre côté. Inspirez, placez la main gauche sur l'oreille droite. Expirez, amenez tout doucement l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Et puis vous commencez à repousser la main avec la tête. Poussez bien la tête vers la droite et vers le plafond et sentez ce qui se passe dans le côté droit du cou ici. Fermez les yeux, respirez 3 fois. Sentez peut-être les petites tensions qui commencent à lâcher dans le cou. On entend les mouches voler, c'est parfait, merci. Et à la fin de l'expiration, tout doucement, relâchez la main, ramenez la tête au centre. Vous allez entrelacer les 2 mains et les placer à l'arrière du crâne pour s'occuper de l'arrière de votre nuque. C'est celle-là qui souffre la plupart du temps. Vous allongez la nuque vers le plafond à l'inspiration et en expirant, vous ramenez le menton vers la poitrine, baissez bien la tête. Et puis en inspirant à nouveau, vous allez repousser les mains avec l'arrière du crâne. Poussez bien l'arrière de la tête vers le plafond et vers le haut. Et sentez ce qui se passe dans tout l'arrière du cou, jusque dans les trapèzes, les omoplates, dans tout le haut du dos. Respirez 2 fois ici, très profondément, calmement. Et à la fin de l'expiration, tout doucement, vous relâchez les mains et vous redressez la tête. Et maintenant qu'on a réchauffé et renforcé un petit peu les petits muscles du cou qui portent votre tête, qui pèsent plus de 5 kg toute la journée, on va pouvoir les étirer. Comme quand on a un torticolis, la plupart du temps, on fait des mouvements dans tous les sens, on se fait plus mal qu'autre chose. Là, on va faire ça de manière structurée. Vous laissez tomber les bras de chaque côté des genoux dans le vide. Vous inspirez, vous allongez la nuque. Et à l'expiration, vous allez simplement laisser tomber l'oreille droite vers l'épaule droite. Respirez 3 fois ici et sentez ce qui se passe dans le côté gauche de la nuque. Respirez bien et laissez faire la gravité. Peut-être qu'à chaque expiration, l'oreille droite descend un peu plus vers l'épaule droite. Puis vous allez inspirer, ramener la tête au centre, expirer à gauche, amener l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Sentez ce qui se passe dans le côté droit du cou, jusque dans l'épaule droite, dans le coude droit, peut-être dans le bras droit. Respirez bien, fermez les yeux peut-être si vous trouvez ça trop ridicule et trop absurde. Puis à la fin de l'expiration, inspirez, ramenez la tête au centre et expirez, baissez le menton vers le bas. Puis inspirez à nouveau, amenez l'oreille droite vers l'épaule droite cette fois, mais en gardant le menton baissé pour étirer le côté arrière gauche du cou. Sentez ce qui se passe dans le côté arrière gauche de la nuque, dans le trapèze gauche, dans l'épaule gauche. Respirez bien. À la fin de la 3e expiration, ramenez la tête au centre, mais en gardant le menton baissé. Inspirez au milieu. Et puis expirez, amenez cette fois-ci l'oreille gauche vers l'épaule gauche en gardant le menton bien baissé et sentez ce qui se passe dans le côté droit du cou. Respirez 3 fois ici. À la fin de la 3e expiration, et avant que tout le monde ne prenne un fou rire, on ramène le menton au centre. Inspirez, ramenez la tête. Alors évidemment, j'ai eu que 3 minutes 30 pour vous convaincre, mais le but du jeu, c'était vraiment de vous montrer qu'on peut être bien au bureau et qu'on peut surtout se responsabiliser, c'est-à-dire faire soi-même les gestes qui vont nous aider et fournir les bons outils à faire à son poste de travail sans avoir besoin de matériel, de se changer, de douche, d'aller faire du sport à côté du bureau. Ceux qui ont le plus besoin de faire du yoga et de s'occuper de leur corps et de leur esprit, c'est vous, ceux qui travaillez toute la journée comme des fous, qui couraient de réunion en réunion et qui avaient mal partout à la fin de la semaine. Donc écoutez, merci beaucoup d'avoir joué le jeu. On a publié un livre avec cette méthode de yoga corporate. On est les seuls et les premiers à l'avoir développé avec un groupe de psycho-ergonomes de la médecine du travail et d'ostéopathes. Ça s'appelle Comme un yogiste, évidemment. C'est tous les exercices que vous pouvez faire pour les 10 parties du corps et pour toutes les situations du travail. C'est un excellent cadeau de Noël. Voilà, je dis ça, je dis rien. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. Bonne journée.
Merci beaucoup Charlotte, c'était super, vous l'avez tous fait vraiment bien, je vous ai regardé dans les caméras. On a les images, on vous les enverra. On vous retrouve à 14h parce qu'il s'est passé plein de choses, on va vous les restituer et on sera très heureux de vous retrouver là pour 2 heures et pour vous raconter tout ce qui s'est passé dans ce foisonnement. À tout à l'heure.